Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h Greenwich Mean Time. Cavaillé Yégué Djibril reconduit au perchoir pour la deuxième fois à l'occasion de la 10e législature, rien de surprenant. Sauf que c'est la toute première fois depuis 20 ans qu'il est à la tête de l'Assemblée nationale, qu'il avait en face de lui un challenger issu de l'opposition parlementaire. L'honorable Jean-Michel Ninche, député social-démocratique Front Vouri-Est, vient d'être largement battu par le président sortant Cavaillé Yégué Djibril. 148 voix pour Cavaillé contre une seule pour Jean-Michel Ninche. 12 bulletins nuls contre ce qui fait pour 161 votants au total. Un scrutin qui intervient au lendemain de l'annonce de la création d'un groupe parlementaire dénommé Union pour le changement, constitué de 4 formations politiques: Social-démocratique Front, Parti camerounais pour la réconciliation nationale, Union démocratique camerounaise et l'Union des mouvements socialistes. La réalité du verdict des urnes permet aux Camerounais de voir un peu plus clair quant à la sincérité et surtout la volonté de ces 4 formations politiques d'être des défenseurs, je les cite, des défenseurs du peuple camerounais à l'Assemblée nationale tel que déclaré dans leur programme d'action politique. Une unité qui n'aura tenu que quelques jours, le temps de 2 correspondances. À la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale, le député Jean-Michel Ninche, après le scrutin, parle de candidature symbolique et surtout de témoignage. Témoignage à l'endroit de ses collègues non apparentés, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui se complaisent et s'accommodent de la monarchie parlementaire à outrance. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est l'édition du vendredi présentée par Nadine Yambou. Tout de suite après, je vais vous retrouver pour Equinox Soir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Reconduction du bureau de l'Assemblée nationale. Quel avenir pour l'Union pour le changement? Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Maître Joseph-Claude Biliga du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je voudrais dire bonsoir à tous vos milliers de téléspectateurs et naturellement à ceux qui sont sur le plateau, à vous tous et naturellement également aux techniciens. Voilà. À côté de vous, Guy Fonga, bonsoir. Bonsoir Serge Jeannet, bonsoir aux milliards de téléspectateurs qui, tous les soirs, ont plaisir singulier à regarder cette émission et bonsoir spécial aux Camerounais de l'Ukraine. J'ai failli m'habiller en noir ce soir, avant de venir à cette émission, parce que j'ai le sentiment profond qu'on a assisté aujourd'hui à la mort de l'opposition camerounaise. Oui. Et j'ai même mis le noir de vêtements quand je sortais de chez moi. Mais je me suis rappelé que le 16 mars 2014, on perdait la Pyro de Manga, qui disparaissait après les événements de 2008. Donc ça fait 8 ans exactement qu'il est sorti de prison. Et je me suis simplement dit qu'il y a des raisons d'espérer, parce que si les partis politiques ont échoué, la société civile pourrait prendre ses responsabilités. J'ai donc pris le choix de m'habiller en vert. Finalement, j'ai enlevé le noir que j'avais d'abord mis sur moi pour dire que finalement, il y a des raisons d'espérer. Parce qu'avec l'échec des partis politiques, la société civile pourrait prendre ses responsabilités. Voilà. Barrister Tapu, you're welcome. Good evening. Good evening, Sir Alain. Good evening to all the Cameroonians who are watching this program. Good evening to my co-panelists. Good evening to all the militants and sympathizers of the Cameroon Renaissance movement, especially to the president of that party who through him, I think many Cameroonians have now woken up to actually see how Cameroon is, because to understand Cameroon is very difficult. And I think that the happenings or the political events that are happening is showing to us that Cameroon is not a place that we think is normal. It has an extraordinary way of doing its own things, and
I thank God that today we have had a leader who has at least opened the eyes of so many Cameroonians, especially when it comes to politics. Voilà, à côté de vous, le maire Jean-Robert Wafo. Bonsoir, bienvenue. Social Democratic Front. Bonsoir, Serge Alain. Voilà, je commence avec vous, Jean-Robert Wafo. Que doit-on comprendre lorsque Jean-Michel Nitieux, député Vouri-Est, Social Democratic Front, dit qu'un scrutin parle de candidature symbolique et surtout de témoignages. En allant à ce scrutin, sincèrement, qu'est-ce que Jean-Michel Nitieux avait dans la tête? Est-ce qu'il savait qu'il n'allait pas gagner? Écoutez, je crois que la déclaration de l'honorable Jean-Michel Nitieux est suffisamment claire. Il dit que sa candidature, c'est une candidature d'abord symbolique. Ça veut dire quoi? Il savait que les jeux étaient pliés à l'avance. Mais il y est allé quand même. Il espérait qu'il devait même avoir, n'est-ce pas, du fait qu'il y a eu une compétition, il devait avoir, n'est-ce pas, que chaque candidat devait prendre la parole, n'est-ce pas, pour motiver sa candidature. Bon, ça n'a pas été le cas. Donc quand il dit symbolique, c'est parce que c'était une façon d'exprimer son ras-le-bol. Son ras-le-bol sur la gouvernance parlementaire, son ras-le-bol sur la longévité au pouvoir, n'est-ce pas, de M. Kavaye Djibril, qui n'y est pas du fait d'un vote populaire direct. Parce que nous devons savoir une chose, et d'ailleurs les Camerounais le savent, le président de l'Assemblée nationale est élu, d'abord, il bénéficie d'abord d'un suffrage universel direct, mais c'est dans sa circonscription. Et ensuite, il est élu par ses pairs. Alors il a estimé que faire 30 ans à un poste, c'était un peu trop. Que c'était trop d'ailleurs. Donc il savait très bien que face, n'est-ce pas, de lui, il avait des députés qui disposaient d'une majorité obèse. Je veux parler donc du RDPC. Et il a également mentionné que sa candidature était une candidature de témoignage. Quand il parle de témoignage, j'estime qu'il a pesé le mot. Témoignage, d'abord, à l'endroit des députés du RDPC qui, c'est un ras-le-bol, des confidences que nous avons et que nous n'allons pas étaler ici pour des raisons connues, puisqu'il passe le temps à dire, bon, on en a marre. D'ailleurs, on se souvient de la fameuse affaire Kavaye contre Adama Moudi, oui, qui avait décrit un certain nombre de tares. Témoignage donc à l'endroit de ces députés qui n'ont pas pu, dont du RDPC, qui n'ont pas compris qu'à un moment donné, ce sont eux qui sont souverains là-bas, à l'hémicycle. Ils peuvent décider de dire, ok, nous n'allons plus être totalement inféodés, n'est-ce pas, à l'exécutif. Nous en avons marre, et ils sont nombreux. Et c'est pour ça que vous allez voir dans le règlement intérieur, le vote c'est à main levée, généralement. Mais cette fois-ci, bon, il y a eu des enveloppes, mais on savait que c'était plié à l'avance. Et n'oubliez pas également qu'il y a des députés qui sont donc tenus. On connaît forcément ceux qui ne regardent pas Kavaye d'un bon oeil. Ce n'est pas seulement ceux qui sont, c'est même ceux qui étaient partis. Je me rappelle de M. Martin Oyono. On a eu la preuve là, il y a un membre du bureau qui est parti. Tout à fait. L'honorable Do Collins qui a eu le courage. Oui. Ça, il faut le féliciter. Il est parti du bureau. Il faut le féliciter aussi dans ce sens. La sortie du bureau, c'est quoi? Quelle obsession? Mais écoutez, c'est le secrétaire général du RDPC qui peut savoir. Okay. Et quand je dis secrétaire général, évidemment que lui aussi, on lui dicte la liste. Okay. Bon, voilà, donc ces candidatures dont des témoins à l'endroit, n'est-ce pas, des députés apparentés RDPC qui, une fois de plus, malheureusement, n'ont pas eu ce sursaut républicain de s'émanciper de l'exécutif. Témoignage également à l'endroit des députés non apparentés RDPC, donc ceux de l'opposition. Oui. Malheureusement, ils sont allés au scrutin, ils sont allés au vote, et le résultat est celui que vous avez donné. Moi, je suis totalement surpris. Il faut que je le dise ici, au peuple camerounais, de voir que l'honorable Nitieux... Monsieur le maire, une minute. Tout le monde est surpris. Hein? Restons dans votre propre famille SDF. Comment ça s'explique que vous avez plus d'un député à l'Assemblée nationale?
comment ça se fait que même dans le SDF, on ne comprenne pas que les autres camarades d'agent Michel Ninche n'aient pas voté pour lui? Comment on explique ça? D'abord, il y en a qui étaient absents. Oui, bon, quand ils n'étaient pas absents. Oui, bon, il y en a qui... Et ceux-là qui ont refusé de voter contre, moi je dis, je m'interroge. Sur vos camarades qui ont refusé de voter. Je m'interroge sur oui. ceux qui sont abstenus. Parce que j'ai toujours dit ceci, le principe d'un parti politique de l'opposition, c'est de s'opposer à l'ordre régnant. Encore que là, ce n'est même pas une discussion parlementaire. C'est-à-dire sur un sujet, donc sur une loi. Non, c'est une question de dire que, ok, par principe, je ne peux pas voter pour le président Kava-Yégué Djibril. L'abstention, pour moi, ça ne signifie rien, c'est des conneries. Oui. Pour moi, c'est des conneries. Il fallait qu'il vote contre. Si au moins, écoutez, je vais vous dire, il devait voter contre. Je le dis clairement. Pourquoi? C'est tout. Monsieur Cézanne, oui. Parce que nous sommes ici, il faut que cette discussion soit utile. Et les absents d'aujourd'hui, qu'est-ce qui motive leur absence? Je ne suis pas régulièrement avec eux, mais je sais qu'il y a un qui est donc absent. Oui. Je dis, il faudrait que cette émission soit utile. Justement. Mais monsieur le maire, permettez aux autres d'intervenir aussi. Vous avez beaucoup à dire. On va d'abord prendre Guy Fongan. Vous dites que l'opposition est morte. Pourquoi? Je me sens dans l'obligation de rappeler que quand j'ai le projet éditorial que je dirige des politiques hebdo avait entre autres pour mission de contribuer à augmenter la masse critique des Camerounais. On s'est dit qu'on devrait avoir une mission de politique de salut public avec en background une sorte d'écologie de l'action que je souhaitais impulser dans notre paysage camerounais. Et c'est pour ça que la signature du journal, que le projet éditorial que je dirige, c'est informer, éclairer et conscientiser. Donc quand je lance le projet, parce que je pense qu'il est possible d'avoir une autre alternative et d'écouter un autre son de cloche. Quand je dis que l'opposition est morte, c'est parce que je suis de ceux qui... D'ailleurs, je peux le dire aujourd'hui, quand les partis politiques sont réunis pour initier le projet une proposition de modification du code électoral, je suis quasiment le seul hebdomadaire qui avait à l'époque titré, et d'ailleurs à l'époque je me souviens très bien, d'ailleurs ceux qui sont sur le plateau peuvent s'en souvenir, j'avais dit démocrature quand la cérémonie avait été interdite par le pouvoir. J'avais titré démocrature, pour dire que ça fait à peu près 2 décennies que je suis de très près notre vie politique. Je me sens doublement meurtri, déçu et abattu parce que je vis aujourd'hui. Parce que j'avais des raisons de croire que cette rencontre de présentation de propositions de modification du code électoral était un projet sérieux qui réunissait des gens qui avaient décidé de faire bloc ensemble. Donc j'ai pris sur moi de titrer démocrature à l'époque parce que j'avais le sentiment que c'est le pouvoir en face qui empêchait aux partis politiques de se réunir et de faire bloc ensemble. Et cette semaine encore, je suis dans l'édition de cette semaine, vu que je suis un hebdomadaire, j'ai dit que l'opposition se met en rang de bataille. En ordre de bataille avec ce groupe parlementaire. Et patatras, aujourd'hui, on découvre en notre corps défendant que personne n'a eu le courage de voter Jean-Michel Ninche. Je pense que c'est un double crime. Je me sens double crime. Oui, beaucoup de Camerounais comme moi se sentent trahis et meurtris parce qu'on vient de vivre aujourd'hui. Il n'y a aucune explication rationnelle qui peut nous justifier cette attitude. Vous savez, la politique se joue dans les symboles, dans la perception. Il est évident que Jean-Michel Ninche n'allait pas à cette élection battre Kava-Yégué Djibril, mais au moins donner le sentiment au peuple que vous êtes unis, vous êtes ensemble. Sauf que là, il vient de démontrer à la face du monde qu'ils étaient tout sauf un bloc uni. Mais il y a des membres de cette Union pour le changement qui sont dans le bureau de l'Assemblée nationale. Et c'est l'image que ça envoie. Je vais vous faire une deuxième confidence. En 2018, à la veille de l'élection présidentielle, d'ailleurs ils sont arrivés il y a longtemps avant, le cabinet qui avait pour charge de s'occuper de la campagne présidentielle du président Paul Biya, je ne vais pas citer le cabinet pour ne pas faire de la publicité, avait pour mission, leur parti pris stratégique, c'était de légitimer la victoire de Paul Biya. Ils savaient forcément que Paul Biya va gagner l'élection présidentielle, mais leur parti pris stratégique était de démontrer que l'opposition perd l'élection parce qu'elle ne peut pas s'unir. Ils ont passé près de 3-4 ans à travailler dessus, à infiltrer même l'opposition,
Il a construit dans l'espace public les éléments de langage qu'ils ont distillés dans l'espace public. Leur travail, ce cabinet, c'est un cabinet français, il ne fait pas donner son nom. Leur travail consistait à légitimer la victoire de Paul Biya et à justifier l'échec de l'opposition. Ils ont réussi, dans leur parti pris stratégique, à démontrer facilement que l'opposition perd l'élection présidentielle parce qu'elle est incapable de s'unir. Donc je me sens meurtri parce qu'aujourd'hui, je vais dire que les hypothèses de départ qu'ils ont émises au départ, comme on dit en sciences sociales, dans la méthodologie de recherche en sciences sociales, on voit bien qu'aujourd'hui, avec ce qu'on vient de voir à l'Assemblée nationale, c'est un élément, une circonstance aggravante qui vient donner raison à ceux qui avaient souvent pensé qu'on est incapable de s'unir. Au moins pour le symbole, pour la perception, ils auraient pu faire bloc autour de Jean-Michel Nietzsche pour que les populations aient un autre regard sur notre position. Mais je crois que là, l'opposition vient mourir totalement ici. Oui, on va d'abord prendre Barista Tamfou. Quand le MRC regarde ce qui s'est passé aujourd'hui, vous êtes réconforté dans votre position du 25 novembre 2019 ? Nous sommes même très réconfortés. Mais déjà, avant de nous jeter les fleurs, j'aimerais vraiment saluer le courage de l'honorable Nietzsche. Ça démontre que dans cette Assemblée nationale, nous avons qu'une seule personne qui représente l'opposition, qui fait face à 179 députés. Et comment mais la question, beaucoup de Camerounais se posent, que même dans sa propre formation politique, ces camarades n'ont pas voté pour lui. Ces camarades n'ont pas voté pour lui. Pour vous dire que quand tu regardes même la situation, je pense que le problème même vient de l'opposition. Parce que rien ne peut expliquer que parmi ces pairs ils sont 5, même pas une personne l'a voté. Ils sont 4. Ils sont 4. Ça fait 4 aujourd'hui. Voilà. Donc pour dire que même ses propres camarades ne lui votent pas. Donc c'est très grave. C'est comme si on a transformé l'opposition à... On parle de bulletin nul. À une machine... Paraît qu'il bulletin nul. C'est là même encore, c'est très grave. Parce que rester... Ils refusent de se prononcer. Voilà, parce que nous savons, quand ils refusent de se prononcer, on sait pourquoi ils le font. Parce qu'il y a eu des compromissions. Ils ne veulent pas s'afficher. Même se regrouper en ce groupe, eux-mêmes déjà savaient que c'était illégal. Ça ne pouvait pas tenir. Donc, ils ont essayé de vouloir camoufler ce passage-là. Mais aujourd'hui, ce qui s'est passé nous démontre à suffisance que vraiment, même les Camerounais ne sont pas prêts pour un changement. Et ça conforte ceux qui sont en face. Donc, quand... Non, même les Camerounais, comment? Non, on est prêt. Comment on n'est pas prêt? Les Camerounais ne sont pas prêts. Quand je parle des Camerounais, je parle de l'opposition. L'opposition qui représente ces Camerounais n'est pas prêt pour ça. Il y a la société civile. Hein. Ils allaient au moins montrer que nous ne pouvons pas battre le RDPC. Mais au moins nous sommes solidaires à la seule personne, ou bien nous sommes solidaires, nous sommes ensemble. Donc, s'écarter ou bien s'abstenir démontre à suffisance que c'est une fraction. C'est une fraction du régime qui est en place. Donc je pense qu'on est en train de perdre le fil là. Et nous, on s'en félicite. Bon, pas qu'on s'en félicite, on est juste en train de dire qu'on vous avait prévenu. Parce que une assemblée nationale qui a 180 députés, ceux qui se représentent l'opposition ne représentent même pas la moitié. Qu'est-ce qu'on peut bien changer dans cette assemblée? Rien du tout. Donc, on part juste, on s'assoit, on prend le salaire, les avantages qui vont avec ça, et on vient rester. Et on n'est pas à l'Assemblée pour avoir l'intérêt des Camerounais à cœur. Donc moi je pense qu'on devait re-questionner l'opposition camerounaise. C'est ça qui fait problème. Les gens ne sont pas sincères, les gens sont en politique pour leurs propres intérêts et mettent la vie des Camerounais en danger parce que ça conforte le pouvoir en place. Et moi, je ne peux pas les en vouloir. Si l'opposition ne peut pas prendre ses responsabilités, qu'est-ce que vous voulez qu'en face ils font? Ils se confortent dans les sièges. Voilà, Maître Joseph Kolbilega, le RDPC aujourd'hui, il est, on va pas dire, regarde avec un certain, je vous vois très souriant là, vous dites que l'opposition... Non, mais c'est ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Cameroun qui peuvent être surpris de ce qui s'est passé. Moi, je vais vous raconter une histoire, elle est réelle.
avant de devenir... Vous savez que ça allait se terminer comme ça? Avant de devenir membre de RDPC, j'étais membre d'un parti politique d'opposition qu'on appelait l'ARN, Oui. Action pour le redressement national, avec comme président l'ancien député démissionnaire de l'UNDP qu'on appelait Mohamed Kati. Il avait également l'ancien ministre Aminou Oumarou, oui. et l'ancien ministre, comment s'appelle encore celui-là, Sanda Oumarou. Sanda Oumarou. Et nous avions à un moment donné créé une sorte de regroupement. Et nous faisions partie de... J'étais encore très jeune, hein, c'est l'histoire de 90, 92 par là, de ce qu'on appelle le brainstorming. Et donc on était en train de travailler dessus, et on avait voulu faire un regroupement, et on avait prévu qu'il y aura une rotation au niveau de la présidence. Tous les 6 mois, il y a un président qui sera remplacé par l'autre. Le parti, c'était qui? Il y avait donc notre parti avec notre leader, il y avait Ekindi Jean-Jacques, il y avait le professeur, le docteur Jean-Michel Tekam, qui vient de Bafoussam, et il y avait monsieur François Xavier Tchungi, ancien représentant du Cameroun au niveau des Nations Unies. Nous avons travaillé pendant des mois, très régulièrement, et cette opposition s'est disloquée le jour où il a fallu mettre en place un bureau. Ce jour, chacun a dit non, c'est moi qui dois être le premier. Pour un bureau qui est pour un mandat de 6 mois. C'est tout qui est rotatif. 6 mois. Chacun a dit non, c'est moi. On commence par moi. On commence par moi. Ça s'est arrêté là. Le lendemain, tout le monde était à la télévision. C'était à la télévision pour dire et c'est des sociaux. Et je pense que l'opposition a eu une chance inouïe. Parce que c'est ce qu'on appelle l'Union pour le changement. Si elle s'était réunie pour pouvoir mettre le bureau, proposition de bureau, c'est-à-dire le président du groupe parlementaire et autres, vous aurez tout vu que cette dislocation aurait eu lieu à l'instant là même. Voilà. Donc, le président de l'Assemblée nationale, ou bien les autres membres de RDP, de l'Assemblée nationale, n'auraient même pas eu de problème par rapport à cette structure qui serait mort-née, tout simplement au niveau de la mise du bureau. Parce qu'on ne comprend pas que le reproche qu'on fait généralement au RDPC, au niveau de l'Assemblée nationale, c'est que le vote est fait par main levée. Là, c'est un vote secret. C'était secret. C'était secret, dans les enveloppes. Oui. Dans les enveloppes. Donc, ceux qui pensent qu'ils sont contre le candidat du RDPC, même s'ils sont du RDPC, avaient la possibilité de voter contre lui. Ceux qui voulaient Nietzsche, même s'il était du RDPC, auraient pu voter Nietzsche sans que cela ne puisse être reconnu. Alors, et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un désaveu total, non seulement de la personne, qui sans doute est celle qui fait le plus de bruit à l'Assemblée nationale, mais le simple fait que cela soit ainsi, ça veut dire beaucoup de choses. Que non seulement le vote est secret, mais même ses propres camarades ne l'ont pas voté. Et cela arrive au lendemain de la création d'une structure qui était censée être un regroupement qui a donné l'impression que les opposants, le président de l'Assemblée nationale, faisaient front commun. Et ça me rappelle également ce regroupement qu'on a eu à faire récemment autour du titre de code électoral. Il va connaître exactement, sans même l'intervention du RDPC ou de l'administration, la même chose. Parce qu'il n'y a aucun regroupement de l'opposition qui a réussi. C'était moi un seul. Depuis que ça a commencé. Plusieurs fois l'opposition... Non, on dit qu'on voit toujours la main du RDPC derrière. Si ce sont des enfants, n'ont pas fait la politique. S'ils estiment qu'ils sont manipulés, ça veut dire qu'ils sont des enfants. Et ce sont des enfants, donc aller rentrer à l'école et pas faire la politique. Dans la politique, Jean-Pierre Sartre, Jean-Paul Sartre, s'il vous plaît, nous avait dit qu'on n'y va pas... avec les mains sales. Avec les mains sales. Donc si vous croyez que là, l'opposition, en vous disant qu'on va vous donner, on va vous un tapis rouge, vous vous trompez. Oui. Je l'avais dit lorsqu'il y a eu le conflit entre aussi Nabangui et Nietzsche, que j'avais fait un post qui avait dit la politique est violente. Elle est essentiellement violente. Donc, et voilà la preuve. C'est-à-dire que ceux qui hier marchaient main dans la mer, on nous a montré une opposition soudée, parlementaire qui va montrer que le RDPC n'est rien. Donc voilà, que le lendemain, à la première épreuve, la toute première épreuve, ils ont même évité la première épreuve qui va être la mise en place d'un bureau. La toute première épreuve, on voit qu'ils n'existent pas. Donc moi, je pense que c'est ça qu'il faut noter. Et je terminerai en disant qu'il n'y a pas un parti politique qu'on appelle opposition. Il y a plusieurs partis politiques qui tous aspirent à exercer le pouvoir et qui sont en réalité pas des amis.
Ils peuvent être unis par les intérêts d'un moment, du moment, et le lendemain, naturellement, par exemple, les alliances en matière politique sont essentiellement éphémères. C'est pour ça que parfois je dis à certains de nos camarades, par exemple du parti de mon jeune confrère, que ne soyez pas surpris demain, par exemple, que ce que vous croyez être impossible comme alliance puisse avoir lieu. Parce que si on est tous d'accord sur le fait que c'est le développement de notre pays qui doit être mis en avant, il peut arriver que, pour des raisons politiques, qu'il y ait un rapprochement entre, par exemple, le MRC2, le RDPC, ce qui n'est pas exclu. Qu'il y ait un rapprochement entre le SIF et le RDPC, etc. Donc, je veux dire qu'il n'y a pas un parti d'opposition qu'on appelle opposition. Chaque parti a ses intérêts à défendre. Et maintenant, ils peuvent se mettre en groupe pour faire un peu plus de force, parce qu'on dit souvent l'union fait la force. Mais malheureusement, les intérêts personnels sont tels que, très régulièrement, toute tentative d'arrangement, toute tentative de regroupement arrive toujours à un échec, malheureusement. Ok. Voilà, on va prendre la réaction de... On va aller à Yaoundé, où nous attend Serge-Aimé Bikoy. Serge-Aimé Bikoy, journaliste et également sociologue. Bonsoir Serge-Aimé Bikoy. Vous parlez de trahison. Vous parlez de trahison d'État. Pourquoi? Salut à tous les companélistes. Bien, je voulais davantage faire une réflexion sur le factuel. Et par la suite, je vais analyser le phénomène qui s'est passé aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il faut relever que l'on a manifestement constaté aujourd'hui la flagellation des partis politiques de l'opposition camerounaise, notamment des partis représentés à l'Assemblée nationale. Parce que la première qui nous dit, c'est que le député STF du Bourg-Est, à savoir Jean-Michel Bitu, n'a obtenu qu'une seule fois. Et du coup, cela suscite la curiosité et ça sème la controverse au sein de l'opinion publique nationale de manière à pouvoir questionner cela. Alors que l'on sait on sait que le 15 mars dernier, les partis politiques vus sous la bannière de la dénomination de l'Union pour le changement se sont décidés à unir les forces, à savoir le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le Social démocratique, l'Union des mouvements socialistes et l'Union démocratique du Cameroun. Comment se fait-il qu'après la création de cette dynamique coalitive, que l'on puisse aujourd'hui constater que Jean-Michel Bitu se retrouve seul? Il y a donc là un problème de fragmentation des partis politiques de l'opposition camerounaise représentés à l'Assemblée nationale. Et ça nous permet aujourd'hui de constater que la voix unitaire des différentes coalitions des partis politiques de l'opposition ne représente qu'un vain mot. C'est une chimère, c'est un rêve. Parce que l'on se rend compte qu'il y a un anguille sous roche. Mais il faut relever que ce groupe parlementaire mixte, constitué de l'UMS, du PCRL, du STF et de l'UDC, est constitué au total de 16 députés. Si l'on tient compte du fait que 12 députés ont opté pour le thème de vote nul, il y a 4 qui restent. La voix de Jean-Michel Bitu en l'occurrence et 3 autres. Les 3 autres sont passés où? C'est vrai qu'il y a certaines grilles de lecture qui ont été présentées aujourd'hui au sein de l'opinion publique, faisant état de ceux qui avaient des absences. Mais il faut savoir que quand bien même vous êtes absent à l'élection, vous donnez des procurations aux commissions, de manière que votre vote compte. Si ces députés absents ont donc donné des procurations, ils ont donc voté pour qui? Et c'est la raison pour laquelle j'ai postulé dans un post bref cet après-midi pour constater qu'il y a un problème de trahison qu'il faut davantage constater, à savoir qu'on peut noter là 3 êtres qui se sont décidés à se désolidariser de l'option unitaire et solidaire du groupe parlementaire mixte pour justement accorder leur suffrage au RDPC. Parce qu'il faut également relever toute curiosité, à savoir que dans le bureau de la Chambre de base du Parlement camerounais, vous avez 2 figures individuelles, à savoir l'honorable Cabral Libi, qui est secrétaire du bureau. Vous avez également l'honorable Joshua aussi, qui est questeur. Est-ce que ces 2 députés pouvaient voter aujourd'hui contre Kaba Yegué Dipil? Il faut que chacun se pose cette question-là. Lorsque l'on sait que lorsque vous représentez un bureau, fondamentalement, vous devez voter celui qui est votre leader et carrément vous choisissez la voie de l'éternisation à la tête de la Chambre basse du président de l'Assemblée nationale et, par corollaire, la reconduction du même bureau. Parce qu'il faut relever que dans ce bureau, il n'y a eu que 2 innovations, à savoir l'entrée de l'honorable Mairie,
Bouya, qui remplace numériquement l'honorable Émile Amonjoa Lifaka. Et vous avez également l'entier de l'honorable Bokosine Boumbé, qui remplace numériquement l'honorable Albert Dokolis, député LDPC du Centre. Donc, lorsque vous voyez ces indicateurs qualitatifs, on ne peut que conclure la thèse selon laquelle ceux qui appartiennent au groupe parlementaire, du moins les trois qui ont accordé leur procuration à un parti, à Tabaye Guédibi notamment, ont opté justement pour la logique de la trahison. Ça, c'est mon point de vue que je note là, parce qu'il ne faut pas se voiler les yeux. Si vous n'avez pas accordé les suffrages... Merci Serge, on va revenir à vous. Hein. Le maire Jean-Robert Wafou, vous dites qu'il y a d'abord un problème. Il fallait mettre sur pied le bureau du groupe. Tout à fait. Pourquoi ça n'a pas été fait? Écoutez, moi-même, je suis surpris. Avec les différents communiqués relatifs... ces correspondances à la doyenne d'âge. À doyenne d'âge, oui. tout. Moi, je m'attendais qu'avant même de commencer les élections, dans l'élection des membres du bureau, qu'on dépose d'abord sur la table le problème de la constitution du groupe parlementaire. C'est-à-dire le président, parce que le secrétaire, le président du groupe. Je vais vous expliquer. Parce que quand vous avez un groupe, forcément, vous avez droit à un vice-président, oui. Un questeur, éventuellement, un secrétaire, je dis dans le bureau. Le bureau définitif. Donc vous ne pouvez pas venir. Vous entrez dans le bureau consensuel sans vous être prononcé sur la constitution ou pas du groupe. Il devait d'abord déposer ça sur la table. Et je vais plus loin. Quand il s'est agi, quand l'opposition s'est réunie pour dire ok, nous allons former un groupe parlementaire, l'Union pour le changement. Mais vous avez vu la réaction des gens du RDPC? Ils ne sont pas abstenus, hein. Les députés ne sont pas abstenus. Ils ont dit non. Mais pourquoi maintenant quand ils ont dit non? Voilà. Parce qu'on a vu la correspondance du président de la commission des lois. Respect du règlement intérieur. Voilà, tout ça, machin et tout. Mais ils ont dit non. Personne n'a dit oui. Mais d'où vient-il qu'ils disent non? C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas abstenus et que ce soit les députés de l'opposition qui s'abstiennent. Première chose. Deuxième chose, pourquoi s'abstenir alors qu'il n'y a pas un autre député, n'est-ce pas, de ce groupe qui est candidat? Parce s'il y avait au moins un autre, un autre député du groupe parlementaire, Union pour le changement, qui était également candidat, on aurait pu accepter, on aurait pu comprendre ça n'a pas de sens. Qu'ils se sont abstenus parce qu'il y avait deux candidats issus du même groupe. Mais il y a un qui est à l'Assemblée nationale, c'est lui seul qui était député. Et quand j'entends des gens dire que l'honorable Nietzsche a voulu jouer solo, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Il faut de mauvaise foi manifeste. Il faut avoir, c'est-à-dire que manifestement jeter la honte aux chiens pour, n'est-ce pas, faire une déclaration pareille. Si le journal Nietzsche voulait jouer solo, il n'aurait pas apposé sa signature quand on constituait ce groupe. Il ne l'aurait pas fait. Donc il aurait tout simplement dit non, moi je joue solo, je n'appose pas ma signature, c'est-à-dire que comme député devant faire partie de ce groupe parlementaire, donc il réclamait la constitution du groupe parlementaire. Donc aujourd'hui, Maître Bilega parle de désaveu, même dans sa propre famille, il dit que c'est... Moi je vais vous dire une chose, je ne vais pas, écoutez, vous n'avez jamais compté sur moi pour attaquer certains camarades du parti, mais je note tout simplement, puisqu'il a dit désaveu de tous les députés. Que le vote est secret, comment comprendre que même dans le vote secret... Non, mais moi je vais dire une chose, c'est quoi? C'est que ça tient de la personnalité donc, de l'honorable Nietzsche. L'honorable Nietzsche est à son 3e mandat. Il n'a jamais fait d'un de ses mandats un cache-sexe, n'est-ce pas, de la complaisance, un cache-sexe alimentaire. Il ne l'a jamais fait. La preuve, c'est quoi? C'est que l'honorable Nietzsche est le seul député, je rappelle qu'il a son 3e mandat, le seul député qui n'a pas encore bénéficié d'une mission parlementaire. Le seul. Il est là depuis 2007. Il n'a pas encore bénéficié d'une mission parlementaire. Forcément, ça dérange qu'il n'aille pas faire des courbettes devant ceux qui envoient des députés en mission. C'est ça qui est la réalité. Pendant que d'autres pavanent, l'honorable Nietzsche est là. Donc je peux comprendre que ça gêne, que ça dérange d'autres. Mais c'est son caractère à lui. C'est sa façon de voir de la politique.
C'est sa façon d'affronter le régime de Yaoundé. Parce qu'ils n'ont pas de cœur. Et je sais très bien qu'ils attendent. Ils ont toujours attendu que l'honorable ministre vienne leur faire des courbettes. Vienne leur dire si je veux ça. Il ne l'a jamais fait. Pourquoi ça doit donc déranger d'autres? J'ai dit ceci. L'opposition, par principe, s'oppose à ceux qui sont au pouvoir, à ceux qui tiennent les rênes du pouvoir. L'abstention ne signifie rien. C'est des gros mots en français pour rien. On n'est pas à une compétition où on a en face on vote pour ou on un vote contre. vote populaire. Non. C'est pas une consultation populaire. C'est des gens qui sont là. Ils savent pour qui il faut voter, ils savent pour qui il faut ne pas voter. Donc, il faut ne pas voter. Sauf si peut-être on avait marqué 16 enveloppes. On ne sait jamais parce qu'ils sont capables de tout. Hein. Ils peuvent faire un marquage, c'est sûr, sur les enveloppes. Et ceux qui avaient peur que peut-être qu'ils ont fait un marquage, on dit ok, on s'abstient. Mais je dis, même si c'est le cas, l'opposition, c'est le principe. C'est le principe. Bon, quand vous vous abstenez de voter qui? Bon, quand vous vous abstenez, si on vous demande, vous étiez pour Cavaille, parce qu'il y avait deux candidats. Et l'honorable ministre, on aurait pu comprendre l'abstention. Il faut que les Camerounais m'écoutent bien. Si l'honorable ministre était en compétition avec un autre député de l'Union pour le changement, on aurait pu comprendre. Mais ils sont arrivés en salle. On a dit, on passe au vote. On n'a pas fait de débat sur la constitution du groupe, ou pas du groupe parlementaire Union pour le changement. On passe au vote. Les gens ne bloquent même pas les travaux. Ils ne bloquent pas du tout. Dès qu'on passe au vote, on dit, on passe à l'élection du président. Le RDP présente l'honorable Cavaille Yégué Djibril. Y a-t-il un autre candidat? Il regarde dans la salle, il n'y a pas d'autre candidat. Il dit, je suis candidat. Mais d'abord, c'est le courage. Et c'est pour ça que j'ai apprécié, n'est-ce pas, sa déclaration. Il dit que c'était, n'est-ce pas, une candidature symbolique et une candidature de témoignage. Mais je pose une question simple. Est-ce qu'ils ont évacué le débat sur la constitution du groupe parlementaire? Est-ce qu'il y a même eu un débat? Voilà. Il n'y a pas eu un débat. Ça veut dire, et bien après, on trouve qu'il y en a qui font partie, n'est-ce pas, du bureau de l'Assemblée nationale. Mais moi, je veux bien comprendre. Depuis hier, on parlait des membres de l'Union pour le changement. Oui, depuis hier, on savait que l'honorable Cavaille Yégué Djibril devait remplir. Comment ça se passe à l'Assemblée nationale? Puisqu'il y a un bureau consensuel. Chaque parti politique, on lui dit, ok, voilà le poste que toi tu dois occuper. Quand est-ce que les deux autres membres, ou les membres de l'Union pour le changement qui sont dans ce bureau, quand est-ce qu'ils ont envoyé leur nom? Quand est-ce qu'ils ont envoyé leur nom? Je pose une question simple. S'ils ont envoyé leur nom avant, c'est-à-dire hier ou bien avant-hier, ça veut dire que ce groupe était fondamentalement fissuré. Ouais. Et je peux vous dire sur ce plateau, parce que depuis hier, donc hier j'ai eu une conversation téléphonique avec l'honorable Jean-Michel Nitcho, qui m'a dit que des gens ont envoyé des noms, leur nom, avec un autre député, que je ne vais pas citer ici. On a dit non, c'est pas possible. Tu ne peux pas dire ça. Honorable, il dit, lui-même, il ne croit pas. Mais... Non, il faut qu'on se comprenne bien. Quand vous dites des gens, vous dites... les membres de l'Union pour le changement. Oui, Union pour le changement. Oui, voilà. On a envoyé leur nom. Il est là. Envoyé leur nom à qui? Où? Pour la constitution du bureau. Du bureau définitif. Du bureau définitif. Oui. Je lui ai dit non, mais toi tu ne peux pas dire ça, honorable, quand même. Qu'est-ce que ça va donc devenir? C'est là, il me dit, ok. C'est demain qu'on aura l'assurance. Et ça c'est ce qu'il m'a dit après ce vote, quand on a dit qui est candidat, il a vu, c'était l'honorable Cavaille Yégué Djibril, il y a personne d'autre qui vont être candidats. Il a dit, ok, moi-même je suis candidat. Voilà. C'était une candidature, c'est-à-dire, parce qu'il faut comprendre. On a compris, symbolique. Il savait, même chose, non, écoutez, il savait, non, laissez préciser aux Camerounais, parce que il ne faudrait pas que des gens embrouillent les Camerounais. Quand Cavaille Yégué a dit, je suis candidat, il a regardé autour de la salle, il n'y avait pas de candidat. Il a dit, je suis candidat. On n'est pas à l'église. Il a dit, je suis candidat.
Et pourquoi ceux qui étaient censés être avec qui constituaient ce groupe parlementaire, même par élégance. C'est vrai que vous avez dit que la politique est violente. Mais sauf que ceux qui se sont abstenus de voter Nietzsche ont transformé le noir Nietzsche en martyr parlementaire. Non, la preuve, c'est quoi? Non, mais écoutez, réaction. Non, laissez-moi finir. La preuve, c'est quoi? On vous a déjà suivi. La preuve, c'est que la preuve, c'est que moi, je pense que toute cette émission est consacrée. Je pense que monsieur Wafo, il faut avoir le courage d'accepter de certaines choses. Lorsque vous avez échoué, ayez le courage de dire nous avons échoué. Mais est-ce qu'il disait qu'il devait gagner? Ce leader que vous voulez créer, est-ce qu'il a dit qu'il devait gagner? Ce martyr que vous voulez créer. Lui-même a dit que c'était une candidature symbolique. Non, là il n'y a pas de symbolique. Mais pourquoi? Je vais vous dire la réalité. Monsieur Nietzsche, ça fait 3 mandats, vous l'avez dit, depuis 2007. Il ne s'est jamais présenté candidat. Pourquoi? Mais parce qu'on avait un groupe parlementaire. Laissez-moi. Parce qu'on avait un groupe parlementaire. Depuis combien de temps vous n'avez pas de groupe parlementaire? Ça fait une seule législature. Oui, ça fait combien d'années? Oui, mais combien d'élections il a pu avoir? Laissez-moi terminer un peu. Laissez-moi parler. Donc, il le fait donc parce qu'il y a un groupe qui s'est constitué justement. Et il veut en être le leader, il veut être un. Laissez-moi faire Permettez. Je suis quand même désolé. Permettez. Donc je dis, il veut à opportunisme en se disant, voilà, il y a avant, je n'avais pas de groupe, donc je ne pouvais pas lever le doigt, et c'est la raison que je n'avais pas levé le doigt avant. Maintenant, il y a un groupe qui est constitué, et moi, sans avoir consulté les autres, il n'a consulté personne. Parce que vous avez consulté quelqu'un, il doit y avoir au moins une personne qui parmi les autres était candidat à ce poste. Moi, je pose une question. Mais monsieur, vous pouvez écouter un peu? Mais voilà. Alors, je dis ceci. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui soit candidat au poste pour être... Lorsque vous voulez être candidat dans un groupe, vous ne vous levez pas. Vous demandez au groupe, si je voudrais être candidat, est-ce que vous me soutenez ou pas? C'est ça l'esprit du groupe. On ne se lève pas dans une salle alors que toute la personne ne sait que vous êtes candidat, vous vous levez, vous dites je suis candidat. Ça se fait où? Ça se fait. Alors, moi je dis donc que ce monsieur a voulu jouer de l'opportuniste. Il s'est dit il a un groupe qui a été constitué, dont il veut être le leader, et il lève le doigt alors qu'il n'a pas pu consulter les autres. Et la réponse est là. La sanction est là. Cette sanction ne l'honore pas du tout. Il n'est pas martyr. Parce que s'il avait eu 12, 18, s'il avait eu 16 députés ou 14 députés derrière lui, vous aurez dit, il a gagné. Effectivement, ça il a gagné quoi? Mais attends, mais laissez-moi parler. Mais laissez-moi parler. Allez-y, maître, allez-y. Donc je dis, il aurait au moins gagné en disant ceci, même si parce qu'il n'allait pas gagner, il ne peut pas gagner le FDPC. Mais au moins, lorsque les équipes vont jouer, certains disent, bon, si j'arrive au deuxième tour de football, c'est que j'ai gagné. Donc lui, s'il avait eu des voix, même une dizaine de voix, il aurait dit, ok, j'ai pu quand même montrer que l'opposition est unie. Okay. Il n'a pas réussi à le faire, c'est un échec. Il faut l'accepter. Merci, maître. Non, rapidement, je voudrais rapidement dire que j'ai du mal à cacher mon inconfort. En novembre dernier, quand ces leaders se sont réunis pour proposer un code électoral consensuel, j'ai discuté avec la majorité de ces leaders de partis politiques. MRC, SDF, UMS, UDC et MP. Ils nous ont donné des raisons d'espérer, de croire que c'est possible. Et beaucoup de Camerounais comme moi y ont cru. Il faut parler aux Camerounais simplement en un langage qu'ils vont comprendre. Aujourd'hui, tous se plaignent d'une sorte de désaffection et de démobilisation des Camerounais vis-à-vis de la chose politique. Ce qui n'est pas vrai. Après les présidentielles, quand on diffusait le contentieux électoral en direct à la télé, dans toutes les chaumières, dans les bars, les salons de coiffure, même dans les quartiers, etc., tout le monde s'arrêtait pour suivre le contentieux. C'est un indicateur clair de ce que les Camerounais s'intéressent à la politique. Je vais dire que vous allez continuer là. Non, il y a des contraintes. Vous allez continuer. Mettez pause. Mettez pause, Guillaume Fonga. Voilà, monsieur, dans un instant, dans le 20h de Nadine Yambo, on se retrouve après pour la suite et qui n'en sort.